Bonjour et bienvenue à tous. Deuxième discours devant le Congrès, deuxième boycott. D'un côté, la volonté d'imposer toute la solennité possible prévue par la Constitution et de l'autre, la politique de la chaise vide. Voilà le décor de la journée de demain. Jean-Luc Mélenchon, bonjour. Bonjour, et insoumis le reste. Et bienvenue à vous. Le président de la République convoque un Congrès, c'est sa prérogative et la vôtre. C'est de refuser d'aller l'écouter au risque d'être accusé de ne pas respecter les institutions. Vous nous direz pourquoi les 17 fauteuils des Insoumis de toute façon, on sera toujours demain. Accusé de quelque chose. Hein, alors oui. Donc, mieux vaut savoir ce qu'on veut sans se soucier du qu'en dira-t-on. Il y a une question d'efficacité puisque les parlementaires sont placés par ordre alphabétique, donc l'absence des 17 Insoumis risque de ne pas se voir. Et puis, comme d'habitude, Jean-Luc Mélenchon, nous parlerons du fond. La preuve, vous en parlez, donc ça se voit. Europe, guerre commerciale avec les États-Unis, migrants, plan pauvreté qui est reporté, dont l'annonce est reportée en tout cas à l'automne, réforme des retraites, laïcité, extrême tension cette semaine à Nantes avec des violences urbaines. Oui. Sur tous ces sujets, Jean-Luc Mélenchon, vous avez des choses à dire. Pour vous interroger, Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos. Bonjour David, bonjour à tous. À vous bonjour. Nicolas. Laurence Ferrari pour CNews. Bonjour Laurence. David. Bonjour. Et bienvenue, c'est le grand rendez-vous. Notre invité est Jean-Luc Mélenchon. Première question avec vous Laurence Ferrari. Bonjour Jean-Luc Mélenchon. Pourquoi boycottez-vous le congrès de demain à Versailles? Benjamin Griveaux dit que vous manquez de la plus basique des courtoisies. Et puis que prévoyez-vous comme action symbolique ce jour-là? Disons que pour ce qui est de la courtoisie, M. Griveaux ne me paraît pas trop en position de donner des leçons. Non, c'est politique. Bien sûr que même quand on est en désaccord avec les institutions, comme c'est mon cas, on consent tous à l'autorité, on accepte, enfin je veux dire, on vit dedans, même si on les combat. Donc il aurait été normal d'y aller. Mais y aller, M. Macron est assez habile. Il tend un piège. Y aller, c'est accepter de rentrer dans son cadre. Voyons pourquoi. Cette idée d'un discours devant les assemblées ressemble beaucoup au système américain du discours sur l'état de l'Union, vous le savez. D'ailleurs, M. Macron raffole de ça. Il signe des lois devant la télévision, comme le fait M. Trump. Apparemment, ça lui donne une haute idée de lui-même. Il change la taille des chaises autour de lui pour que les gens paraissent pas plus grands. Justement, ça concerne. Attendez, vous allez voir, avec le Congrès, ça a un lien. Cette disposition est prévue et on peut penser qu'elle est utile. Par exemple, il y a un grand événement, la France entre en guerre. Bon, ça vaut la peine que le président de la République s'adresse à la représentation. Ou des attentats, comme en 2015. Bon, ou alors un attentat terrible qui bouleverse le pays et où la nation doit manifester sa cohésion. Mais là, quel est le sujet? Maintenant, c'est tous les ans que nous sommes convoqués à venir admirer sa splendeur. Macron Ier, qui nous fait un discours comme d'habitude, franchement, qui sonne comme tout le reste du décor de Versailles. C'est du carton-pâte, c'est du faux marbre. Bon, et là, ça va être de la fausse solennité. Vous auriez aimé lui répondre? Vous auriez aimé débattre avec lui? Déjà, écoutez, même le roi, écoutez ce qu'on lui disait. Là, dans la monarchie présidentielle, et puis ça tombe à un moment très précis, dans la monarchie présidentielle, il parle, il s'en va, et nous caquetons en dehors de sa présence. Mais non, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors vous allez faire quoi ce jour-là, symboliquement? Alors, je pense normalement, au moins, il devrait écouter, mais peu importe. Je pense que l'essentiel est dans le fait que nous sommes dans un moment de transition, et nous, on veut marquer ça. Alors, on fait ce qu'on peut pour se faire entendre, c'est pas facile. Vous allez faire quoi, mais nous sommes en train de passer de la monarchie présidentielle à la monarchie présidentielle absolue. Du président des riches au roi des riches, et je devais un peu caricaturer. Mais la monarchie présidentielle absolue, parce qu'il est en train de changer la Constitution. Donc, le seul moyen que nous avons de lancer l'alerte, de dire attention les gens, regardez, voyez ce qui se passe. Vous avez raison, on va pas voir qu'il manque 17 personnes dans la salle. Mais honnêtement, qui va regarder cette salle? Vous le savez comme moi, arrêtez l'hypocrisie, tout le monde s'en fout. C'est ça la vérité. Et pourquoi tout le monde s'en fout? Le peuple français est un peuple politique. Quand il y a quelque chose de politique qui se passe, tchouf, tout le monde est devant l'écran. C'est comme pour les matchs de foot. Hein. Mais quand il se passe rien, ils sont pas là. Bon, mais alors, comme il ne se passe rien, nos concitoyens ne regarderont pas le discours d'Emmanuel Macron. Eh bien non, parce que s'ils le regardent, tant mieux. Mais vous allez faire quoi alors? Vous n'avez pas répondu alors. Demain, vous faites quoi? Bon, on va pas en rajouter dans l'agitation pour prouver je sais pas quoi. Hein. Alors on a décidé de faire une manif en ligne, figurez-vous, parce que c'est moderne. Une manifestation en ligne. Oui. Alors ne demandez pas trop comment ça marche. On appuie à un endroit. Et on se trouve comptabilisé. C'est le retour de l'hologramme. On va me l'expliquer en détail, parce qu'on l'a déjà fait une fois ou deux, on voulait voir, justement, sur la 6ème République. Ça marche assez bien. Mais bon, il suffit de cliquer, il suffit de... on met ça à proportion de l'événement. C'est pas un événement de première grandeur. Donc, on fait une manif en ligne, parce qu'on veut introduire en France
la culture de la manif en ligne. Pour nous, ça doit être la 2e ou la 3e. Et puis c'est bien, parce que tout le monde peut s'y mettre, ça ne demande pas un effort gigantesque. Mais c'est quoi, tout le en monde fait, peut s'y mettre. exactement? Voilà, comme c'est une pas la pétition, peine. c'est Bon, comme je vais une- vous dire franchement, Vous quand savez même pas. une chose. Ouais. On voulait aller Oui. dans la salle, rentrer dans la salle du jeu de paume. Impossible. Après, on a voulu aller dans la salle des menus plaisirs, là où c'est tenu la première, les états généraux. Impossible, Mais pourquoi interdit. impossible? Après, on a dit, on va au jardin des Tuileries parce que c'est joli. Et puis, impossible, c'est interdit aussi. Alors, comme tout est interdit, on va dans le seul espace de liberté qui reste, c'est-à-dire la toile, à condition qu'elle le reste libre, car comme vous le savez, La République En Marche a voté contre nous un amendement que nous déposions pour garantir la neutralité du net, c'est-à-dire la liberté d'accès pour tout le monde à la même vitesse. Ces gens-là sont très dangereux dans tous les domaines. Avant de changer complètement de sujet, juste un dernier point sur ce... Vous, ce n'était pas votre idée, cette manif en ligne. François Ruffin, dans le JDD, ce matin, explique que vous aviez, vous, votre idée, et que, justement, vous n'étiez pas Jupiter, vous, contrairement à Emmanuel Macron, et que vous ne l'aviez pas imposé à vos collègues. Alors, c'était quoi votre plan à vous? Moi, je vous le dirai pas. On a décidé ça, c'est très bien, je suis content. Mais il faut arrêter de se mis croire. en minorité. Mais non, mais mis en minorité. Oui, d'accord. Allez, on va dire comme ça prouve. Mais ça se passe pas comme ça dans la vraie vie. On discute, on est amis, on cherche une bonne idée, une autre. Et il faut avoir. Moi, j'ai des kilomètres de vol. Je connais tout ça. Donc, si vous êtes le président de groupe qui se braque, c'est moi qui ai raison tout le temps, ça marche pas. Et puis, on joue pas de la musique avec une note. Ils sont tous très différents. C'est 17 têtes dures. C'est pas pour rien que c'est des insoumis. Et ça a plein d'idées, une salle comme ça. Donc, dans plein de cas, on écoute, on se dit, tiens, celui-là, il dit ça, oui, celle-là, elle dit ça, oui, c'est pas mal non plus. Et reconnaissons aussi, des fois, vous savez pas. Et puis, vous écoutez les autres. Et en gros, moi, mon art, c'est de voir, en gros, avec quoi tout le monde peut être d'accord, qui est bon, parce que si c'est nul, je le dis. Et puis, qu'est-ce qui fait que, même ceux qui sont pas d'accord, là, c'est mon cas, ou c'est pas d'accord, c'est pas le sujet, enfin, c'était pas mon idée. Mais c'était quoi la vôtre? Alors, dites-nous. Quel Non, était votre non, plan? parce que je suis loyal à mon groupe, ok. et je trouve que l'idée est très intelligente, parce que quelqu'un a dit, à côté du faux marbre, on va faire du vrai net. Et ben, c'est génial, je trouve, c'est mieux que les idées qu'il y a eu là-dedans, qui étaient, moi, avec d'autres, j'ai peut-être eu des idées classiques. Vous savez, au départ, par exemple, la cravate, moi, ça me choquait. J'ai l'habitude de porter le licol, là, comme les chevaux de trait. Bon, alors les camarades ont dit, allez, on met pas la cravate, tout ça. C'est les filles qui voulaient pas en entendre parler. Je me dis, mais qu'est-ce qui leur prend? C'est que les filles sont beaucoup plus sensibles à la question de l'injonction vestimentaire que les hommes, pour plein de raisons qu'on comprend très facilement. Alors, moi, je me suis dit, mais pas la cravate, je me sentais un peu tout nu. Mais c'est eux qui avaient raison. Puis en plus, ça m'a donné une bonne blague. J'ai dit, il y a eu les sans-culottes, maintenant il y a les sans-cravates. Rien que pour un bon mot, je me ferais tuer des fois. Comme d'ailleurs ce matin. Nicolas Barré, allez, on avance. Et oui, j'ai pas de cravate ce matin. Mais vous l'avez mis hypocrite. Moi, je porte toujours la cravate tous les dimanches. Oui. Et vous vous sentez mal quand vous l'avez pas? Non, je considère que c'est le respect à apporter à nos auditeurs. Donc vous pensez que je manque de respect? Pour ma part. Ah bon? Pour ma part. Nicolas Barré. Allez, si vous pensez que le respect dans une cravate, je vous fais pas. C'est Attendez, de s'habiller correctement lorsque les gens viennent nous voir. J'ai pas l'intention de critiquer, mais monsieur, renseignez-vous sur ce que la cravate signifie d'un point de vue freudien, et vous verrez qu'il n'est pas sûr que ce soit d'un point de vue vestimentaire, ça cache les boutons. Que vous le croyez. Ça cache juste les boutons de la chemise. Non, mais vous avez raison. C'est bien. En plus, moi, j'aime les cravates et j'en ai une très grosse collection, dont hélas, je n'ai plus l'emploi. Bon, allez, avançons sur le fond. Nicolas Barré. C'est le fond. Et que pensez-vous? La forme, c'est du fond qui remonte à la surface. Que pensez-vous, Jean-Luc Mélenchon, du report de l'annonce du plan pauvreté, sachant, je précise, que le porte-parole du gouvernement, à ce micro d'ailleurs, disait les mesures prévues seront bien appliquées à la date prévue, c'est-à-dire au 1er janvier prochain. Ça a beaucoup choqué. Et je comprends que ça l'ait fait. Des fois, après tout, gouverner, on prévoit, on peut imaginer qu'il y ait des difficultés de calendrier. Mais ça a beaucoup choqué. Et j'en profite pour dire, ne croyez pas les gens que parce qu'il fait beau, les pauvres vont se la couler douce. Parce que c'est pas vrai. Et quand il fait chaud, et même très chaud, la vie est encore plus dure. C'est à peu près comme quand il fait froid, et très froid. Parce que les gens sont confrontés ne serait-ce qu'au problème de l'accès à l'eau. Je vous demande d'y réfléchir. Imaginez-vous que vous dormez dans la rue. Où allez-vous vous désaltérer? Où allez-vous vous laver? Il n'y a rien pour ça. Il n'y a plus de fontaine. Je prends cet exemple, il est microscopique, mais il est destiné à faire réfléchir tout le monde. La pauvreté n'est pas simplement une faiblesse de moyens. C'est une pauvreté, c'est quelque chose qui atteint tous les compartiments de votre vie, et d'abord votre propre dignité personnelle. C'est la raison pour laquelle j'invite ceux qui nous écoutent, et mes amis les Insoumis, qui ont déjà fait beaucoup, à faire cet été en direction de ceux qui sont dans la rue, mais aussi les autres.
ceux à qui sournoisement on dit on ne vous coupe pas l'eau, hein, mais il vous coule 3 petites gouttes par quart d'heure, et il y a beaucoup de gens qui sont dans cette situation, alors que la loi interdit qu'on coupe l'eau. Et hypocritement, bien des compagnies provoquent ce ralentissement de l'eau, et ainsi de suite. C'est un moment difficile quand vous n'avez aucun moyen, et que vous êtes en quelque sorte assigné à résidence. Vous ne pouvez pas partir de là où vous êtes. Donc je pense que le gouvernement n'aurait pas dû faire comme ça. D'abord, puisqu'il en est à tout passer comme ça à la force dans les assemblées, il fallait mettre en route tout ça sans tenir compte des effets d'annonce, parce que le foot, qui apparemment est un problème pour eux, eh bien, les gens qui sont en situation de pauvreté, je crois que ça suffira pas à leur faire oublier leur situation. Hein. Un mot, Jean-Luc Mélenchon, des tensions qu'on a pu constater à Nantes après la mort d'un homme de 22 ans tué par balle lors d'un contrôle de police. Le policier a d'abord évoqué la légitime défense, ensuite il a changé de version et parlé d'un tir accidentel. 4 nuits de violence, ça s'est heureusement calmé cette nuit. Que pensez-vous de cette situation ? C'est d'une exceptionnelle gravité ce qui s'est passé. Non seulement le fait lui-même, cet homme jeune, et semble-t-il, d'après les témoignages qu'on a, qui est un homme tranquille, gentil, aimable avec son environnement. Il est tout de même recherché par la justice. Mais ça justifie sa mort? Non, absolument pas, mais alors, vous le qualifiez de gentil. Ah non, vous ne me dites pas de me taire. Taisez-vous, il est mort. Vous êtes vivant et vous êtes là. Et vous faites des commentaires. J'apporte une précision. Je ne fais pas un commentaire et vous ne me dites pas de me taire. Vous ne me dites pas de me taire, monsieur Mélenchon. D'accord, je ne vous dis pas de me taire, je le certainement retire. pas. D'accord, Ouais. entendu. Voilà. Vous avez raison. Vous avez d'autres choses à dire contre cet homme maintenant qu'il est mort? Je ne dis rien contre cet homme. Non mais allez-y, votre monsieur. réponse. Allez-y, il est normal que les dominants... On apporte de la méprisent les précision. morts. Ce n'est à aucun mépris, c'est de la précision factuelle. Non, c'est pas de la précision Continuez factuelle. votre Vous racontez réponse. le dernier ragot que vous avez vu sur le Absolument sujet. pas. Cet homme ne méritait pas de mourir. Allez-y. Cet homme ne méritait pas de mourir. Il y a un recours aux armes qui est beaucoup trop important. Il y a une augmentation de moitié du recours aux armes. C'est ça qu'il faut pointer. Et si c'est comme ça, il faut voir les enchaînements qui y conduisent. Pourquoi un homme jeune qui est un policier en vient à tirer sur un autre homme jeune parce qu'il a peur? Parce qu'il y a trop d'heures qui sont faites, parce qu'il y a trop d'armes qui circulent et il y a trop de facilitation de l'idée de légitime défense. J'ai pas fini. Cet homme a gravement manqué à son devoir, parce que quand on est dépositaire de l'autorité publique, de la violence légitime de l'État, et qu'on est armé, on a un devoir particulier. On n'est pas dans un rodéo, on n'est pas dans un roman de cow-boy. Assumer l'autorité de l'État, c'est en assumer toute la responsabilité. Premièrement, il a tiré. On va nous expliquer un tir accidentel qui arrive dans la nuque. Deuxièmement, il a menti. Et qui sont ceux qui ont menti avec lui et qui étaient là et qui ne l'ont pas dit? Vous comprenez pourquoi après vous avez des explosions de violence, de gens qui sont outrés par une telle accumulation. C'est légitime? Voilà, c'est ça qui me met mettre en colère après vous, et j'ai peut-être tort de le faire. Moi, j'ai le cuir taillé. Je voudrais que vous entendiez. Je voudrais que vous entendiez ça, l'exaspération de gens qui ont l'impression qu'à chaque fois, c'est moitié-moitié. Un peu pour l'un, un peu pour l'autre. Est-ce que cette violence est légitime? Est-ce que cette violence, ces 4 nuits de violence, avec des centres médicaux, qu'est-ce que des vous voulez me bibliothèques, faire dire? Je vous demande si vous pensez que c'est légitime. Je pense que l'assassinat d'un jeune homme dans un contrôle d'identité est une violence qui n'est pas légitime. D'accord. Et ces violences-là, elles sont légitimes ou pas? Qu'est-ce que ça veut dire légitime? Est-ce Quand que vous ne pouvez plus vous vous les trouvez exprimer, normales? il y a des scènes de violence qui expriment une exaspération. Qui est la première victime de cette exaspération? Ceux-là même qui vivent au milieu de ces violences. Mais à cet instant, je ne ferai pas du maintien de l'ordre idéologique et moral. Je ne veux pas le faire. Je ne veux pas dire, bon, un point partout. Ceux qui ont brûlé une voiture, c'est pas bien. Ceux qui ont assassiné un jeune homme, c'est pas bien. Une Non. bibliothèque, un centre médical? Je ne vais pas vous dire que c'est bien de mettre le feu à une bibliothèque ou un centre médical. Qu'est-ce que vous voulez me faire dire? Vous dites que c'est l'expression d'une colère. Vous dites que c'est l'expression d'une colère. Mais je pense que vous essayez d'expliquer. J'ai mes idées très précises sur la chose. Je pense que ceux qui mettent le feu veulent arriver à des limites. Hein, je le sais, ça. Je connais trop. Qu'est-ce que vous voulez dire? J'ai lu 20 ans. Qu'est-ce que vous entendez par là? Je veux dire que il n'est pas normal qu'on tue un jeune homme pour un contrôle d'identité. Point final. Bon, vous ne souhaitez pas davantage vous mais non, développer parce sur que ce je sujet. pense comme tout le monde. Mais qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez demander à Jean-Luc Mélenchon de dire aux gens « Ah là là, c'est pas bien de faire ci, c'est pas bien de faire ça. » Et puis pendant ce temps-là, on parlera pas du fait qu'on en est à la énième personne
qui est assassiné par un tir d'abord accidentel, puis qui ne l'est pas. Et la violence contre les policiers, vous la connaissez aussi, c'est une réalité Mais à moi, je laquelle l'ai vous êtes toujours confronté. condamné. Oui. Donc je ne suis pas gêné. Quand il y a eu cette histoire affreuse d'une voiture qui a pris feu à Paris, là, sur je sais plus lequel, le quai Valmy ou une chose comme ça, bon, j'ai dit tout de suite, mais je suis absolument en désaccord complet avec ce genre de façon de faire. C'est une honte, ça s'appelle un assassinat. Jeter sur des policiers dans une voiture, bon. Et moi, je suis contre la violence. Je suis donc contre toutes les violences. Mais je ne veux pas qu'on m'utilise pour faire le chien de garde. Je ne le ferai pas, voilà. Et je veux qu'à cet instant, on entende mon indignation, parce que le point de départ, c'est une population qui est maltraitée, et qui ensuite se trouve confrontée à des forces de l'ordre exténuées, trop armées, et qui, évidemment, en vient à des gestes qu'ensuite toute la profession déplore. Il n'y a pas un policier dans ce pays qui dit « Ah, quelle bonne affaire, on a expédié un type dans un contrôle d'identité ». Il n'y en a pas un qui dit ça. On va conclure cette partie, toujours sur les forces de l'ordre, parce que vous avez vu ce qui s'est passé aussi en Seine-et-Marne. Un couple de policiers agressés par des voyous devant leur fille de 3 ans. La question que je vous pose est la suivante. On dit qu'il faut augmenter le nombre de fonctionnaires de police face à la menace terroriste, face à la délinquance. Est-ce que vous pensez qu'on va avoir des candidats pour devenir policiers aujourd'hui lorsque nos policiers deviennent des cibles ? Mais monsieur, je ne comprends pas votre question. Il y a toujours eu des gens qui avaient envie d'être policiers, d'autres qui avaient envie d'être instituteurs, d'autres... il y aura le fait que nos policiers deviennent des cibles, est-ce que quelle est sa finalité? De dire quoi à la fin? Il n'y a pas de finalité. Je vous souhaite savoir ce que vous pensez. La finalité, c'est la stigmatisation où les de la même policiers sont pris pour cible. Pour dire que c'est tel barbare que même on n'a même plus envie d'aller travailler avec eux. Ce n'est pas vrai, monsieur. Ce n'est pas vrai. Bon. Il y a toujours eu des voyous, vous n'avez pas l'air de le savoir. Il vous suffit de lire l'ample littérature sur le XXe et le XIXe siècle, et vous saurez qu'il y a eu des situations pires encore que celles que l'on voit aujourd'hui, tout au long de l'histoire. Et après, l'orientation des uns et des autres varie devant cette situation. Moi, je continue à considérer que quand les gens vivent moins malheureux, ils sont moins méchants. Voilà. Puis il y en a d'autres qui pensent que comme c'est une vermine insupportable, il n'y a qu'une chose à leur faire, c'est leur taper dessus. Voilà. Restez à l'écoute. Dans un instant, la suite de cette interview passionnante. C'est le grand rendez-vous, Jean-Luc Mélenchon. Le grand rendez-vous avec Jean-Luc Mélenchon. On reprend avec vous, Laurence Ferrari. Vous avez à nouveau lancé un appel vendredi depuis Marseille à toutes les organisations syndicales. La prochaine bataille, ce sera la réforme des retraites. Pourquoi est-ce que ça va marcher cette fois-ci, cette contestation sociale unifiée? C'est pas mon sujet de savoir si ça marche ou pas. Mon sujet, c'est de savoir si ça vaut la peine de se battre ou pas, et si c'est nécessaire. Puis après, les Français disposent. Et ça vaut le coup de se battre? Bon, j'ai dit, c'est gravissime, parce que c'est le cœur du cœur de ce qu'il reste d'une certaine vision de la société héritée des lendemains de la guerre. Bon, c'est-à-dire la solidarité, la répartition, enfin toutes ces choses. Alors, pour faire simple, la question des retraites se présente comme ça. Aujourd'hui, on a un système par répartition. Tous ceux qui travaillent cotisent et ça paye la retraite de ceux qui sont à la retraite. Alors, leur niveau est évalué par rapport aux 25 meilleures années, puis une date de départ de la retraite. Bon, voilà, ça c'est le système actuel. Vous savez combien vous payez chaque mois et vous savez combien vous aurez à la retraite. Point. Là, il va nous vendre, hypocritement en disant c'est pareil pour tout le monde, une retraite à point. Vous parlez d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, excusez-moi, oui. Donc, vous allez payer tous les mois des points que vous achetez. Mais vous savez combien vous payez, mais vous ne savez pas combien vous aurez à la sortie. Quand arrive votre moment d'arriver à la retraite, on va vous dire « Ah mais monsieur, vous pouvez partir à 59 ans si vous voulez, ou madame, hein, mais vous aurez moins. Vous pouvez partir à 63, 64, 65 comme en Suède, et puis vous aurez plus. » Bon, déjà, la date... elle commence à circuler. Mais vous savez à tout moment combien vous toucherez. Mais vous ne savez pas, au moment où vous payez, combien vous aurez. Le système est plus simple. Alors, infiniment plus simple. Tu parles si c'est plus simple. Au moment où on arrive à l'âge de la retraite, on regarde de quelle année vous êtes. Et dans cette année, on regarde combien il reste de vivants et on partage. Donc, plus il y a de morts, meilleure sera votre retraite. Plus il y a de gens qui disparaissent. Alors évidemment, c'est très injuste, parce que suivant le métier que vous faites, vous mourrez plus ou moins tôt, hein. Donc vous avez déjà, j'ose pas dire un avantage, parce que c'est pas juste de parler comme ça, mais ceux qui vivent le moins longtemps aujourd'hui, ce sont les ouvriers, par rapport aux cadres, hein. Encore qu'on verra dans quelques années, tellement on a râpé le citron aux cadres aussi, que comment ça se passe. Donc ceux-là vont être pénalisés 2 fois en quelque sorte, hein. Voilà, le système de retraite par points, c'est, vous savez combien vous payez chaque année, mais vous savez pas combien vous aurez à l'arrivée. Et à l'arrivée, moins il y a de gens, mieux vous êtes. Donc vous voyez que ça pousse au vice. Et puis pour les cadres, alors là, ceux-là, jusqu'à présent, il y en avait beaucoup qui faisaient les malins. Ah, monsieur Macron, il est jeune, performant, blablabli, blablabla. Mais alors là, les gars, les filles, il faut vous rendre compte, hein. Adieu les 25 meilleures années de votre carrière, parce que tout ce que vous aurez fait comme effort personnel
pour améliorer votre situation dans le travail, ça compte pas pour la retraite. Et deuxièmement, vous êtes invité à compléter votre retraite, comme vous le faites déjà aujourd'hui avec des retraites complémentaires, ce qui n'est déjà pas normal. Aujourd'hui, vous êtes appelé à le faire demain avec des fonds de pension, parce que dans la prochaine loi Pacte, qui arrive pendant cet été, il y a une extension de la possibilité de faire des fonds de pension. J'espère que j'ai été clair, parce que c'est pas simple à expliquer, Monsieur Barret, vous en conviendrez. Mais est-ce que vous trouvez que le système actuel, avec une multitude de régimes, est juste ? Oui. Voilà. Il y a des systèmes... Non, mais c'est à vous de dire pourquoi on pourrait penser que c'est injuste, pas à moi de dire pourquoi. C'est juste. Monsieur, quand vous êtes retraité de l'éducation nationale, si vous ne comprenez rien à la retraite de la RATP, où est le problème ? Vous n'êtes pas à la RATP, vous êtes à l'éducation nationale. Est-ce que ça veut dire que, dans votre esprit, comme il y avait des différences de niveau, il faudrait que ceux qui avaient le moins aient dorénavant autant que ceux qui ont le plus ? Bien sûr que non. L'idée, c'est qu'il faut ramener tout le monde en bas, comme d'habitude. C'est vous qui le dites, mais... Non, c'est pas moi qui le dis, c'est une vérité. Quand vous dites, vous n'avez qu'à écouter Monsieur Macron. Monsieur Macron dit, 1 euro vaudra le même résultat pour tous. Donc, c'est pas moi qui le dis, c'est lui. Bon. Par conséquent, je ne vois pas où est le problème. Ces différences de retraite... C'est un système plus juste. Pardon ? C'est présenté comme un système plus juste, c'est ça la finalité de la réforme. Mais il ne l'est pas. Bon. C'est un système totalement injuste par rapport à une génération, par rapport au métier, par rapport au déroulement de carrière. C'est un système injuste. Mais vous imaginez pas que M. Macron va essayer d'attraper les mouches avec du vinaigre. Bon. Il va pas venir en disant, écoutez, j'ai trouvé un nouveau truc pour vous arnaquer, ça s'appelle la retraite à points. Il arrive comme il a fait pour le reste. La souplesse, c'est mieux, on va libérer les énergies, rablabla et rablabla, et à la fin, vous faites faire les poches. Vous allez expliquer aux gens qui ont payé la CSG, qui payent la CSG, qui sont à la retraite, pour compenser les cotisations du chômage. Bon. Monsieur Barret, vous faites de l'économie d'habitude. Vous trouvez normal d'obliger des gens à payer une cotisation pour un risque qu'ils ne courent pas, puisqu'un retraité, par définition, ne peut pas être au chômage. Pourtant, on les fait payer pour ça. Donc, Monsieur Macron a l'art d'enfumer et d'emballer des réformes absolument injustes, avec des grands mots. Son but, c'était de faire payer davantage les retraités. Mais il est en train de le faire. Un coup de CSG, un coup de retraite à points, et ainsi de suite. On connaîtra le détail précis de cette réforme des retraites à l'hiver, à la fin de l'année 2018. Pour l'instant, il n'est pas connu. Jean-Paul Delevoye travaille dessus. On connaît en gros, on sait le système à points. Donc, moi, ce que je dis aux syndicats, c'est cette fois-ci, il faut s'y prendre à l'avance. Ouais. Réunissons-nous, prenez la direction des opérations, et réglons les 2 problèmes qui nous ont fait perdre contre les ordonnances sur le travail, la division d'un côté et le cloisonnement entre le syndical, l'associatif et le politique. On vous a entendu. Les retraites, c'est l'occasion de la convergence que pour l'instant vous n'avez pas encore réussi à mettre en œuvre. C'est surtout l'occasion d'empêcher qu'ils le fassent. On va passer à un autre sujet d'actualité très important, c'est l'afflux de migrants et les conséquences politiques. Nicolas Barret. Voilà, le Conseil constitutionnel a pris une décision très importante sur les migrants en affirmant qu'une aide désintéressée au séjour irrégulier ne saurait être passible de poursuite. Et en quelque sorte, le Conseil affirme le principe de fraternité. Vous vous réjouissez de cette décision du Conseil constitutionnel ? Alors, c'est une décision extraordinaire. Moi qui n'aime guère les conseils constitutionnels, d'une manière générale, je dois dire que je suis épaté. Parce que c'est le rappel d'un fondamental de l'identité républicaine. L'identité républicaine, c'est liberté, on connaît, égalité, et puis fraternité. Quand on arrive à fraternité, on pense qu'on est dans un domaine de la métaphysique, des sentiments, et donc on n'arrive pas. Là, c'est extraordinaire. Avoir dit une activité de solidarité, il est bien précisé, il y a un mot-clé, c'est le mot désintéressé. C'est ça, sans contrepartie financière. Voilà, aider son semblable. C'est pas les passeurs. Là, on aide les militants qui prêtent main forte. Ça ne peut pas être réprimé. Alors, c'est clair que ça va poser des difficultés au ministre de l'Intérieur. Mais c'est la vie qui a des difficultés. Mais il faut rappeler quels sont les principes. Donc, aider son semblable. Fabius, quoi. Je ne vais pas vous faire pleurer. Hier soir, je discutais avec un militant, justement, qui s'occupe de ce type de questions. Je vous garantis que j'ai mal dormi. Quand on vous raconte ce qu'est l'histoire d'un migrant qui se cache, qui a peur, qui meurt en cours de route, ou à la frontière entre la France et l'Allemagne. On m'a donné un exemple d'un gars qui, par panique, a voulu traverser une autoroute, a été écrasé. Ça suffit, quoi. La politique, à un moment donné, c'est aussi son cœur. Et il faut bien entendre qu'il n'y a pas de solution autre que celle que j'ai déjà répétée 1000 fois.
Il faut C'est-à-dire faire en sorte que les gens ne partent pas de chez eux, car ils ne partent pas par plaisir. Donc il faut arrêter les guerres dont nous sommes responsables, arrêter les traités commerciaux inégaux, alors qu'on continue et que M. Macron est en train de faire la tournée des popotes pour vendre à tous les pays d'Afrique des traités inégaux. Et puis quand les gens sont en route, vous n'avez pas d'autre devoir que le devoir de fraternité humaine. Écoutez les gens, vous avez des mômes, vous. 95 jours, la loi Asile prévoit qu'on embastille un gamin derrière des grillages. Mais il n'y en a pas un d'entre vous, même vous, là, qui respectez la loi comme moi, hein. Et puis on n'est pas forcément très courageux, parce qu'on ne fait pas des tas de choses que d'autres font, hein, pour sauver. Mais même aucun d'entre nous ne craquerait pas, vous le savez aussi bien que moi. Parce qu'il y a en nous quelque chose qui est plus profond que les arguments, c'est la compassion, la fraternité humaine. Et vraiment, moi je dis merci au Conseil constitutionnel. Ça va rendre la vie plus difficile au ministre de l'Intérieur, tant mieux. Laurence Ferrari. Et trouve autre chose. Et dans l'accueil des migrants dans notre pays, où est-ce que vous placez le curseur ? Vous vous dites que le dossier de l'immigration est complexe, mais il y a un moment où la complexité s'efface derrière l'humanité. Mais alors, par exemple, là, on en reçoit 80 de l'Aquarius sur 630, c'est très peu, 52 de Lifeline sur 230 migrants. Où est-ce qu'on met le curseur ? Mais vous ne pouvez pas mettre de curseur. Hélas, c'est comme ça. Il faut accueillir tout le monde. Quand vous avez 629 personnes dans un canot à la dérive, vous mettez le curseur où, madame ? Vous venez avec votre hélicoptère et vous dites 1, 2, 3, 4, 5, toi tu montes dans l'hélico. 1, 2, 3, 4, 5, toi tu montes. Les autres crevés. Au revoir. Donc on accueille vous tout le monde pas. une fois qu'ils sont partis, c'est ça que vous dites ? Mais non, vous dites, c'est avec des propos de cette nature qu'on embrouille tout. Non, vous dites qu'il faut éviter le départ. Mais ça, c'est des calculs de votre ligne. Du commerce, pardon de vous dire ça. Alors dites-nous. Mais il y a une structure, paraît-il, qui s'appelle l'Union européenne, qui comporte plus de 450 millions d'habitants. Et nous parlons de vagues migratoires de 100 000 à 200 000 personnes. Alors, prenez le problème par le bout que vous voulez. La solution actuelle est ridicule. C'est-à-dire, là où ils arrivent, ils sont censés rester et être enregistrés. Ça veut dire qu'on se décharge sur les Italiens, sur les Grecs et sur les Espagnols de tout. C'est pas une solution. Vous le savez aussi bien que moi. Et je vais vous dire une chose qui va réjouir beaucoup de gens qui nous écoutent. Parmi les migrants, beaucoup ne veulent pas venir en France parce que nous avons la réputation d'une brutalité et d'une cruauté qu'ont n'ont pas les autres pays. Donc vous devriez être contents, ça marche. Je ne parle pas à vous, je parle pas autour de cette table. Mais parce qu'il y a plein de gens, si vous voulez, qui ont réussi à faire du débat sur la migration. La question numéro 1, la question numéro 2, la question numéro 3, et on ne parle plus que de ça. Et on ne dit que des bêtises, empilées les unes sur les autres. Bon, moi je vais vous dire, dans les migrants, il y en a certains, vraiment, je regrette qu'ils s'en aillent et qu'ils ne restent pas ici, parce que ça ajouterait des choses formidables à la société française, compte tenu de leur qualification, de ce qu'ils savent faire. Bon, mais le traitement de la question de la migration, comme le problème va être de plus en plus compliqué, vous pouvez toujours vous figurer, vous les gros malins, qui voulaient mettre des barrières partout. Moi, ça me tue, cette histoire-là. On dit, on va mettre des défenses pour les empêcher d'arriver. Hein. Bon, par exemple, on va creuser un fossé. Pas la peine, les gars, il y en a déjà un, ça s'appelle la Méditerranée. Et ils passent quand même. Les gens passeront toujours, parce qu'il s'agit pour eux de sauver leur vie, celle de leurs enfants, de se donner un avenir. Les migrations climatiques vont être de plus en plus importantes. Si nous continuons à faire la guerre à tout le monde en Afrique, vous aurez de plus en plus de monde qui vient. Si nous continuons à leur dire, allez, maintenant, il faut produire du riz, du blé, du je sais pas quoi, pour le vendre aux Chinois, pour le vendre aux Néo-Zélandais, puis, qu'est-ce que ça donne ? Toutes les agricultures vivrières sont détruites. Les gens partent de la campagne, vont à la ville, il y a déjà plein de monde, tout le monde monte dans les bateaux et s'en va. Jean-Luc Mélenchon, sur ce sujet-là, en Europe, il y en a un qui a réussi à se mettre au cœur du débat, c'est le ministre de l'Intérieur, issu de la Ligue en Italie, Matteo Salvini. Est-ce que vous entendez ces arguments parfois quand il dit on a laissé l'Italie toute seule, la France n'a pas pris sa part? Mais par la force des choses. Il a beau jeu en quelque sorte. C'est facile pour lui. Hein. Les libéraux et les fachos, c'est les deux faces de la même médaille. Les uns disent allez, on s'en fout, tout pour les affaires, crève les gens. Et l'autre dit de l'autre côté, ah oui, mais nous on veut pas des immigrants. Alors ça se renvoie l'un à l'autre et puis ça fonctionne très bien. Donc lui, il prend appui sur une réalité, une vérité. L'Italie a été abandonnée dans une situation qu'elle n'arrivait plus à contrôler. Donc il prend une mesure qui est inouïe et inacceptable, qui est de dire les gens, on les remet à la mer. Je me permets d'insister, c'est inacceptable. Ouais. Oui, mais ça revient au même. Vous fermez les ports, ou bien vous empêchez l'Aquarius qui est bloqué à Marseille de prendre la haute mer, parce que s'il prend la haute mer, il ne pourra plus jamais revenir. Non, ça c'est pas... Ce sont des mesures inouïes. Je demande aux gens de se rappeler de quoi on parle. Il y a 30 000 personnes qui ont disparu dans la mer Méditerranée, encore plusieurs milliers cette année. C'est de ça dont on parle. Donc si on finit par avoir le cœur tellement dur qu'on s'en fout, c'est-à-dire que ça n'a plus aucune importance que des gens se noient
périssent en mer, etc. Alors en effet, mais c'est un autre monde. Moi, je veux pas vivre dans ce monde-là. Il m'intéresse pas. Je veux que quand un de nos gamins va aller ailleurs, parce que les gens là, vous n'avez pas l'air d'être au courant, mais il y en a 500 000 qui ont quitté l'Espagne de nos jeunes, il y en a 400 000 qui ont quitté la Grèce, il y en a 25 000 tous les ans qui partent d'Allemagne. Alors évidemment, souvent ils partent à un plus haut niveau de qualification, mais vous avez tous envie que vos gosses soient bien reçus à l'étranger. Alors pourquoi vous traitez les autres comme ça quand Arrêtez ils de viennent nous dire, ici? nous ne traitons ni Mais je parle pas nous vous, occupons je parle à ceux qui m'écoutent. Vous parlez Je suis un tribun, moi, du je parle gouvernement, à je la ne sais foule pas, qui mais n'est enfin, pas là, en tout mais cas, qui nous écoute. Bon, Jean-Luc Mélenchon est On l'invité. dira plus vous. Jean-Luc Alors, Mélenchon, tout le monde, sauf eux qui sont autour de la Jean-Luc table. Mélenchon est notre invité, l'invité du grand rendez-vous. Oui. Dans un instant, la suite. Le grand rendez-vous, troisième partie avec Jean-Luc Mélenchon. On reprend avec vous, Laurence Ferrari. Jean-Luc Mélenchon, c'est la polémique. Il paraît que vous pratiquez le favoritisme dans la constitution de votre liste pour les européennes. Est-ce que c'est un mauvais procès que l'on vous fait? Ouais, non, mais il y a toujours, quand on fait une liste nationale, il y a toujours de la tôle froissée. Hein. Et puis alors, la tôle froissée, en général, il y a de deux sortes. Nous, on avait 600 personnes ont déclaré leur candidature. Puis il y a eu un comité de 32 personnes, dont je n'étais pas membre, dont 18 tirés au sort. Et c'est des gens pleins de bienveillance qui ont examiné les 600 candidatures, puis les 70 une par une, puis répondu à chaque question. Donc, ils ont fait une liste et ils ont entendu les gens et ils ont été convaincus ou pas. Je vais d'abord vous dire une chose. Moi, j'aime pas trier. J'ai jamais aimé ça. Quand j'étais dirigeant socialiste, j'avais horreur du moment où arrivaient les listes municipales, les listes européennes. Donc, je ne m'en suis pas mêlé. D'abord parce que c'était pas mon rôle, parce que je n'étais pas élu dans cette commission, je n'ai pas été tiré au sort non plus, et en plus parce que j'étais terriblement content de ne pas y être. Voilà, bon, je préfère le dire, parce que ça existe. Après, regardez la liste. La consigne qui avait été donnée, la liste doit ressembler à la société sociologiquement. Moi, j'attends de voir combien d'autres partis vont confier à des gens tirés au sort le fait de faire la liste. Deuxièmement, combien d'autres partis vont mettre dans leurs 8 premiers candidats un assemblage sociologique qui va d'un prof de fac, d'un chercheur en maths appliquées à une aide-soignante et un cheminot conducteur de train. C'est cette bigarrure sociale et humaine, parce que vous la verrez, ça se voit sur leur figure pour certains d'entre eux, cette bigarrure humaine, elle est fantastique. Et dans les 5 premiers, vous avez le meilleur député européen de l'année, récompensé par ses pairs, Younous Omarjee. Moi, je trouve cette liste terriblement glamour et très efficace. Alors vous avez Monseigneur machin chose, qui a gardé les habitudes du Parti Socialiste et qui pense qu'en me tapant dessus, je vais mollir. Non, il s'est banni, voilà ce qu'il a fait. Parce que venir dire, je ne suis pas, j'ai été écarté pour un d'entre eux, hein, alors qu'il est 8e sur la liste, c'est parce que sa splendeur considérait qu'il fallait le mettre plus haut pour qu'on voit mieux briller ses feux, et dire, c'était moi le plus compétent, non. Ça, c'est fini, ça n'existe pas chez les Insoumis. Après, que voulez-vous, je vais vous dire, c'est vrai. Toute la liste est composée de mes proches. Parce que tous sont insoumis, et beaucoup, je les connais depuis longtemps. D'autres, depuis moins longtemps. Hein. Mais tous sont mes proches, et je suis leur proche. Tout ça est ridicule. Je vais quand même pas faire une liste, les insoumis vont pas faire une liste composée pour faire plaisir à je ne sais qui d'ailleurs, de gens qui me détestent, et qui ne me connaissent pas, ne m'ont jamais vu, n'ont jamais milité avec moi, n'ont jamais eu aucun lien. Ça n'existe pas. Là-dedans, vous êtes des gens bien. Vous avez répondu. Nicolas Barré, allez-y. Merci. Votre tweet sur la joie pure que vous a inspiré la défaite de l'équipe d'Allemagne de football a fait un moment de grande exaltation. beaucoup réagir, et notamment François Hollande qui disait, qui a dit c'est tout à fait malsain tout ça, on ne peut pas faire comme si on était revenu à l'époque des casques à pointe, c'est du nationalisme pur. Vous assumez ce tweet ? Non, d'abord, on va dire, M. Hollande, une fois de plus, ferait mieux de se taire. Mais je comprends que dans sa nature et dans les rapports qu'il a eus avec Mme Merkel, qui a consisté à dire tout le temps, du début à la fin, oui madame, où est-ce qu'on signe, il trouve odieux l'idée qu'on puisse marquer une distance avec le gouvernement allemand. Marquer une distance, c'est une chose, mais une telle... marquer une distance, d'accord. Un tweet qui dit, d'abord je remercie tout le monde, hein, le système médiatique est fantastique, nous avions fait un pari, je l'ai gagné, avec 4 mots, je me suis payé 3 jours de commentaires. Mais c'est pourquoi génial. Une telle agressivité ? Joie pure, la Mannschaft est éliminée, c'est grandiose. Mais pourquoi une telle agressivité à l'égard de l'Allemagne ? Qu'est-ce qui vous... Vous trouvez ça en général, dans le foot, quand on soutient une équipe, en général, on a des fois des mots un peu rudes pour les autres, sauf vous. Enfin, je veux dire, il y a les gens très bien élevés, tout ça. Mais vous ferez la même chose après le match contre la Belgique ? Mais la France entière a applaudi, arrêtez de faire les hypocrites. Parce que tout le monde se demande où sont passées les dents de Battiston et qui est-ce qui va payer les plâtres. Mais c'est comme ça. Il y a une mémoire footballistique. Mais alors justement, moi j'ai un problème par rapport à ça, parce qu'en avril, vous étiez ici même, oui. avec Mélenchon, je vous ai interrogé sur l'OM.
à l'époque, et vous m'avez répondu, je ne vaux rien en foot, ça ne m'intéresse pas. Et bien évidemment, depuis j'ai progressé. Depuis on vous voit tweeter à chaque match, vous vous mêlez du football en permanence, chaque jour, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez eu une révélation? J'ai un peu attrapé le virus, je le fais comme tout le monde, avec humour. Ouais. Je n'aime pas qu'on méprise. C'est pas quelque chose d'électoral par rapport à Marseille. On est obligé d'aimer le foot si on veut être élu. Mais moi, je suis déjà élu, monsieur, vous avez peut-être davantage d'ambition pour la suite. Peut-être dans votre tête, mais dans la mienne, c'est autre chose qui se passe. Bon, revenons quand même au fond. J'ai pas l'intention de biaiser. On me dit c'est de la germanophobie. Quand on critique l'équipe d'Italie, vous voulez que je vous sorte des exemples? Alors là, personne n'a rien à dire. On les traite de farceurs, de guignols, de simulateurs, de machin. Ça fait rire tout le monde. Ils sont pas en mais quand c'est l'Allemagne, pam 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 pam, quand c'est l'Allemagne, tout le monde doit trouver ça merveilleux. Bah pas moi. Et j'en profite pour lancer l'alerte. Vous autres qui êtes européens, ouvrez les yeux. Comment expliquez-vous que sur 7 institutions européennes, 5 soient dirigées par des Allemands, que 4 groupes sur 6 au Parlement européen le soient, que tous les directeurs du Parlement européen soient allemands? Le problème, c'est pas qu'ils sont allemands, c'est pas ça mon problème. Mon problème, c'est qu'ils sont tous allemands. C'est-à-dire comment on est arrivé en Europe où une nation a réussi à placer ses gens partout, mais tout le monde le dit, même Mediapart, qui d'habitude me tape dessus en me traitant de tous les noms de national, républicain et le reste, même eux, ils ont fait un éditorial pour dire l'Europe à l'allemande est bloquée. Et M. Cohn-Bendit a fait la préface d'un livre qui s'appelle L'Europe allemande. Quand c'est Cohn-Bendit, sanctus, alléluia. Quand c'est Mélenchon, germanophobie. L'une des institutions les plus puissantes de l'Union, qui est la Banque Centrale Européenne, n'est pas présidée par un Allemand. Elle est présidée par un Italien. Le secrétaire général, renseignez-vous. Elle est présidée par un Italien. Oui, mais le secrétaire général... Il y a des Allemands, il y a des Français, il y a des... Si, il y a des Français, bien sûr. Écoutez, je ne partage pas votre appréciation. L'Europe telle qu'elle est... italien. Non. C'est pas une appréciation, ne siégez pas. Mais assumez les situations. Dites c'est normal, il n'y a pas de différence. Mais essayez pas de dire on s'arrange, c'est pas vrai. L'Europe, telle qu'elle est construite aujourd'hui, l'Union européenne, est une construction politique qui convient au gouvernement de droite allemand. C'est l'ordolibéralisme, c'est-à-dire la constitutionnalisation de règles économiques. Et c'est fait parce que c'est le capitalisme allemand qui domine le capitalisme européen. Donc voilà pourquoi toute l'Europe est mise à la norme allemande. L'industrie allemande s'est appropriée à peu près toute l'Europe de l'Est. Si vous allez en Slovaquie, il n'y a plus une usine qui ne soit pas allemande. Par conséquent, nous sommes en face d'un pays d'un capitalisme qui assume son rôle, et en face des petits Français qui jappent et qui courent comme M. Hollande derrière Mme Merkel. Vous avez des usines Renault en Europe de l'Est aussi. Pardon ? Vous avez des usines Renault en Europe de l'Est. Il n'y a pas que des usines allemandes en Europe de l'Est. Oui, eh ben ça va alors. Tout va bien. Avançons. L'industrie française est détruite. D'accord, on donne le TGV à Siemens, et vous trouvez que tout va bien. Nous avons une politique monétaire qui est combattue bec et ongle par le banquier central allemand, qui est la politique actuelle de M. Draghi. Le secrétaire général de la Banque européenne est absolument contre parce qu'il donne 85 milliards sans condition et qu'il a mis de l'argent. Et les Allemands sont contre. Alors que c'est la respiration qui a empêché l'Europe de plonger dans la récession. Si tout va bien, et si tout ce que décident les Allemands est bon, c'est votre droit, c'est pas mon avis. Et je serai un lanceur d'alerte. Je dis que l'Europe, ça ne vaut que si nous sommes à égalité, pas si les uns dominent les autres. On vous a entendu, et on a le temps pour une dernière question avec vous, Laurence Ferrari. Allez-y, c'est la dernière. C'est quoi l'avenir de la France insoumise? C'est Adrien Quatennens, Alexis Corbière, François Ruffin qui a le sens des punchlines, Macron, Robin des Bois à l'envers, c'est ce qu'il disait aujourd'hui dans le JDD. Est-ce que vous avez à cœur de préparer la relève? Bien sûr. N'oubliez pas les filles, vous avez Clémentine, vous avez Mathilde Panot, et puis attendez, elle va arriver maintenant l'équipe au niveau européen, ça va être formidable, vous allez voir. Nous sommes la relève. La relève est déjà là. Bah oui, et c'est la relève d'une classe politique. Parce que la plupart d'entre eux, j'ose pas dire la totalité parce qu'il y a toujours une exception, mais n'ont jamais été élus ou l'ont été dans des fonctions. Dans mon groupe, je dois avoir 2 anciens conseillers régionaux. Voilà. Donc oui, c'est une relève, et vous avez vu comme ils sont bons, comme ils sont forts, et moi je suis plein de joie à l'idée, j'ai un sentiment d'accomplissement. J'ai fait mon travail, et la suite, nous verrons. Et il faut une relève pour 2022, Jean-Luc Mélenchon, quoi. Pourquoi pas, bien sûr. Vous pourriez ne pas être le candidat de la France Insoumise. Mais je ne sais pas ce qu'on fera en 2022. Écoutez, enfin, c'est pas fermé. Si j'ai la même forme physique et intellectuelle, peut-être que je verrai la situation d'un autre œil que si je me sens diminué, c'est normal. Si c'est pas pour moi, c'est pas un drame. J'ai déjà eu l'honneur suprême de mon existence. Ouais. C'est tout ce que j'ai déjà fait. Comme militant politique, je suis accompli.
Merci Jean-Luc Mélenchon d'avoir été l'invité du Grand Rendez-vous. Nous vous disons avec grand plaisir à la semaine prochaine, même endroit, même heure. Notre invité sera le non, ce ne sera pas vous la semaine prochaine, vous pouvez pas venir toutes les semaines. Notre invité, ce sera le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. À dimanche. Vous allez moins vous marrer là.